RCN. Le son de la différence. Bonjour à tous, bonsoir à tous, qui que vous soyez, à quelle heure vous écoutez cette émission, bienvenue que vous soyez dans l'émission Grand Écran. Et comme vous l'indiquez à chaque fois, comme on vous l'indique, pardon, j'arrive même plus déjà à parler, donc comme je foire toujours mes introductions en ce moment, c'est magnifique. De ce dont on va parler, c'est normal de plus avoir des mots pour... Je foire toujours mes introductions, donc c'est absolument parfait. Comme je le disais, donc mes introductions, je les foire, donc chaque morceau représenté par le magnifique d'introduction, donc de chaque morceau d'introduction, je vais y arriver. Chaque morceau d'introduction représenté donc par Bill Conti représente donc. Voilà, non mais je vais reprendre le flambeau. Bonjour, c'est Grand Écran. On va vous faire l'émission critique. Et c'était bien la musique de Rocky que vous avez entendue. Voilà, merci Antoine. Comment tu vas? Ouais, ça va, la pêche, la forme. Non, mais je crois que c'est le film de Michael Youn qui m'a déboussolé. Oh là là. Non, mais on a encore 2-3 petites pépites aujourd'hui. Oh, oui. Parce pas qu'on mal du tout. On n'a pas oublié de soutenir le cinéma ce mois-ci. Ouais, on a essayé de soutenir le cinéma, on l'a soutenu, comme il du bout de nos deux bras chacun. Comme on l'a pu. Antoine, d'ailleurs, tu as vu le dernier film de Neil Jordan? Car Neil Jordan fait encore des films. Le réalisateur de Entretien avec un vampire est toujours là. Sans transition, après avoir parlé de cinéma, parlons cinéma. Je suis effectivement allé voir le dernier Neil Jordan que vous connaissez tous grâce à Entretien pour un vampire, Michael Collins, et je crois aussi qu'il est le créateur de la série Les Borgia. Et du coup, qui est un peu un vieux de la vieille, le bonhomme, 70 piges bien frappé. Et qui est revenu avec une petite nostalgie, je pense, parce que le bonhomme a toujours adoré les classiques du cinéma. Et là, il est revenu dans une adaptation de classiques. En fait, le film s'appelle Marlowe. Et Marlowe, qu'est-ce que c'est? C'est le nom de Philip Marlowe, qui est un personnage de fiction créé par Raymond Chandler dans les années 30 et qui est l'archétype du hard-boiled détective. Donc le détective dur à cuire de base, c'est lui qui a servi de modèle à tous les détectives durs à cuire. Le plus représentatif de tout ce qu'on peut remarquer dans les détectives de films noirs, par exemple. Voilà, qui est fumeur, à moitié alcoolique, plus proche de sa fin de vie que de sa jeunesse. Le casting, il est bien trouvé. Et le casting est plutôt bien trouvé. Je suis désolé. Désolé, là, Yamnis. C'est un peu vrai. C'est à la fois faux et vrai, et faux et vrai. Voilà, non, parce que disons qu'il a pris Liam Neeson avec qui il avait déjà joué, donc au moins pour Michael Collins, 25-30 ans auparavant. Et du coup, il nous replonge dans une nouvelle adaptation. Donc, ce n'est pas écrit par Raymond Chandler, mais il nous plonge dans une nouvelle adaptation donc du détective privé, campé donc par Liam Neeson, mais aussi avec Diane Kruger. Et quelques autres seconds rôles assez connus du cinéma américain. Donc une histoire qui se passe dans les années 30. Évidemment, c'est une histoire de détective de ces années-là. Donc, on vous demande de rechercher une personne disparue. Cette personne est censée être morte, mais on l'a revue depuis. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cette personne cache? Est-ce que tout le monde ne cache pas quelque chose? Spoiler, oui, tout le monde cache quelque chose. Et nous retrouvons devant un scénario qui est plutôt bien ficelé, mais tout de même un peu trop attendu. Où au final on se rend compte que ce genre d'histoire il y a effectivement 50-60 ans aurait un peu explosé le grand écran, mais aujourd'hui on est habitué à ce genre d'histoire et on a ce sentiment de déjà vu, quoi, en fait. Ce petit sentiment de déjà vu et surtout ce n'est pas aller plus loin. Oui. On sait que c'est des thèmes qu'on a déjà abordés d'une manière qui est très formelle. Il n'y a aucune révolution visuelle alors que dans les années 40, quand on faisait ce genre de film, c'était souvent justement des révolutions visuelles parce que il fallait impacter le spectateur un maximum. Et là, nous n'avons pas forcément cette envie d'impact visuel parce que le réalisateur se repose sur une composition un peu plus formelle, une espèce d'hommage à l'ancienne Hollywood, qui est pas mauvaise non plus. Il y a strictement rien de mauvais, mais c'est un peu ce que disait justement l'un des réalisateurs de ces films noirs, Howard Hawks, que nous admirons quand même pas mal dans cette émission, et qui disait un bon film, c'est 2 bonnes scènes et pas de mauvaises scènes. Voilà. Et là, il n'y a pas eu de mauvaise scène, mais je n'ai pas eu non plus mes 2 bonnes scènes. Ouais. Donc on se retrouve devant un film assez formel, assez, pas dire
Enfin, c'est pas un film d'école non plus, hein. C'est un mec qui s'y connaît, qui est très bon, mais qui casse pas trop la baraque, qui nous emmène quand même dans son histoire. Disons qu'il n'a pas la petite étincelle pour qui brille dans nos yeux, quoi. Je n'ai pas ressenti d'étincelles, mais bon, après, je peux. Si vous avez envie de voir votre petit thriller, votre petit film votre film de détective, que c'est votre cam, franchement, on s'ennuie pas non plus. Ouais. Et je vous conseille quand même d'aller le voir si c'est votre tasse de thé. C'est presque triste parce que c'est quasiment la même chose que j'ai écrit sur une autre critique dont je vais parler un petit peu plus tard. Mais je vais revenir vite fait sur pas mal de films que l'on a vus à Gérardmer et qui sont sortis en salle ce mois-ci, notamment donc La Montagne de Thomas Salvador qui a eu le prix du jury. Et le mec avec la main qui brille. Oui, voilà, la luciole. Donc, cette espèce de pseudo-fable bobo sur le retour à la nature où la notion de danger est totalement inexistante, hein, et d'ailleurs où l'ennui est omniprésent. C'est vrai que par exemple, vivre dans la haute montagne, hein, c'est aussi simple qu'acheter qu'une tente que tu as à Decathlon. Ça montre un peu le problème du film déjà à la base. Toi qui habites à Remiremont, tu sais ce que c'est. Oui. Non, mais c'est vrai que je trouve ça assez énervant, assez problématique même de voir un film pareil. Alors je sais pas si j'ai pas trop fait de recherche sur les interviews de Thomas Salvador qui a dû se dire à un moment donné sur son précédent film, il fait oh là là, je me suis trop éclaté en montagne, je devrais faire un film sur le retour à la nature, c'est trop bien. Oui, mais la nature, c'est pas seulement je pose ma tente près d'un pic, je fais mon réchaud, je bois mon café, je repars de temps en temps vers le bas quand je dois faire mes courses. Non, la vraie notion de nature, c'est la notion d'autarcie, c'est la notion de danger permanent. C'est pas juste que quand on a une séquence où il y a une forte tempête, on voit la tente bouger comme ça à l'interne et on voit rien d'autre derrière. Moi, je trouve ça assez navrant, quoi, d'une certaine manière. Et c'est la vision, en gros guillemets, parisienne de la chose, quoi, qui me pose problème sur ce film. Faut pas oublier que c'était justement dans les Alpes qu'au 19e siècle, il y avait le plus haut taux d'idiotie en France. Bah ce oui. n'est pas une insulte, c'est malheureusement une maladie réelle de déficience mentale créée notamment à cause d'un déficit manque d'oxygène. D'iode. Manque de sel, donc d'iode. Et donc quand on vit vraiment à la dure dans la montagne, c'est pas forcément un cadeau. Non, c'est pas forcément un cadeau, c'est vraiment assez dur. Et là, en fait, c'est juste énervant, même, je dirais d'une certaine manière globalisante à travers ce film, de voir simplement un film se faire représenter en compétition à Gérardmer, alors qu'en fait, c'est quelque chose on sait très bien que c'est un film qui va absolument pas marcher, un film d'auteur qui est vraiment minime, et je trouve que ça n'a pas sa place déjà, dans ce festival-là, et de deux, ça n'a pas sa place aussi même, je dirais, dans un vrai travail de long métrage, quoi, en fait. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est plus un égo-trip du réalisateur qu'autre chose, quoi. Et d'ailleurs, Salvador ne cherche même en aucun cas à donner de la profondeur à ses personnages, notamment la relation qu'a son personnage avec le personnage aussi de Louise Bourgoin, qui est la chef cuistot du Haut du Pic du Midi, avec des dialogues proches du ridicule, hein. Je crois qu'on en avait déjà parlé à l'émission de radio, mais genre, voulez-vous un café ? Poup poup, 30 secondes. Oui, merci. Voilà. Gros dialogue, hein. Alors que moi, je pense que j'ai Louise Bourgoin en face de moi, elle me demande un café, je fais aga gougou gaga là. Donc voilà. Et tu crois qu'elle comprendrait ? Oui. Alors, j'ai également vu donc Nakada Cabin, donc le dernier M. Night Shyamalan, donc l'histoire d'une famille passant leurs vacances dans un chalet qui sont finalement pris en otage par 4 étrangers. Exigeant donc un sacrifice volontaire dans le but de sauver l'humanité de l'apocalypse. C'est vrai que par ce concept, on se dit c'est vraiment du Shy, hein, c'est vraiment du Shyamalan, c'est du pur Shyam, hein, donc dans un concept loin d'être inintéressant, mais forcément je trouve gangréné par son obsession sur le cadre familial. Parce que finalement, la fin, je la trouve extrêmement dommageable, surtout quand on voit déjà aussi l'adaptation du bouquin de Paul J. Tremblay, en fait, qui, à mon sens, va beaucoup plus loin dans la situation, dans le concept, que le film de Shyamalan. Après, pourtant, l'acting est solide, hein, et c'est peut-être l'un des meilleurs Shy de ces dernières années, mais je trouve qu'on est encore très loin de ce que peut produire le bonhomme, quoi. Peut-être. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ces films, mais apparemment les plus grands fans de Shyamalan m'ont dit que c'était pas sa meilleure période en ce moment. Ouais, je pense que tu fais allusion à Charlotte.
Bah peut-être, on la salue en tout on cas. la salue en tout cas. Qui a dû revenir de Guadeloupe d'ailleurs. Alors, la tour de Guillaume Niclot, par contre, là je trouve qu'on a été dans un des meilleurs films, voire le meilleur film du festival, avec donc une histoire assez simple aussi, dans un conceptuel assez intéressant. Donc, au cœur d'une cité, les habitants donc, d'une tour découvrent que l'immeuble est enveloppé d'une vaste et opaque matière noire qui dévore tout ce qui se traverse en fait. Et c'est un film qui tient son concept, comme je l'ai dit, car le vide abyssal, le vide carnassier en fait, où la résignation gangrène cette humanité nécrosée à travers sa narration, dilapidée finalement dans une longue timeline en fait, je trouve que ça donne une ambiance lourde, pesante, claustrophobique, qui est d'ailleurs extrêmement bien porté par le compositeur Tim Maker, qui a fait un formidable boulot là-dessus. C'est un film que je vous conseille vraiment de voir. Après, c'est un film très abrasif. Je comprends que ça plaise pas à certaines personnes. Je comprends que certaines personnes ont vu autre chose, ce que le film raconte en priorité, mais c'est un film qui, pour ma part, marche extrêmement bien. Et il est sorti à Nancy ? Malheureusement non, il est sorti dans très peu de salles, ou alors peut-être au Kinépolis, mais j'ai pas regardé le Kinépolis parce que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé le Kinépolis. Et il sortira dans nos contrées en vidéo. Ah non, que en vidéo, donc c'est fini au cinéma, on est sûr de jamais le voir. Ah oui, non, mais attention, là ça, on peut parler vite fait des sorties salles. C'est vrai que depuis le Covid, en fait, on a vu quand même une accélération de la rapidité des sorties en salle des films, et le peu de présence, le peu d'espace qu'on donne à ces films d'espérer marcher. C'est-à-dire que dès la première semaine d'exploitation, ça marche plus. Merci, au revoir. On passe à autre chose. Oui, alors que en plus, ce sont surtout les films qui méritent d'avoir le temps long pour la réflexion et le bouche à oreille qui généralement sont vidés les plus rapidement. C'est le problème, c'est qu'on cherche maintenant la rapidité à tout prix. Donc après, il faut pas l'oublier, c'est qu'on est dans un... On parle certes d'œuvres d'art, d'autres styles, d'autres genres dans ce milieu, mais le cinéma, c'est avant tout malheureusement une question de pognon. Et ça, c'est une industrie. De plus en plus, il faut le signaler. Et enfin, j'ai également vu Project Wolf Hunting. Celui-là, il est passé au Kinépolis par contre. De Kim Hong-soon. L'histoire, c'est simple. C'est un cargo donc, qui transporte de dangereux criminels de Manille à Busan et tombe dans le chaos et la traversée devient un cauchemar. On est dans ce que j'appelais donc, à Gérardmer, donc ce véritable trip gore et manga au rythme et à l'action bien amené. Et on est face à un des films gore donc, de l'année. C'est fun et jouissif à l'état brut. Si ce film rappelle beaucoup certaines productions hongkongaises, notamment le fameux Ricky O dans sa violence et son ingéniosité outrancière, Project Wolf Hunting donc parvient à donner une saveur particulière à ce trip gore sous acide, et ce jusqu'à la fin. À ce qui paraît, on aurait dépassé le record du litre de sang. Oui. De faux sang, bien évidemment. Le réalisateur s'est un petit peu vanté d'avoir dit que on a utilisé 2,5 tonnes de faux sang durant ce film, et effectivement ça se remarque un petit peu. En parlant de avis faux aux sang, amateurs du coup. oui, en parlant de faux sang, enfin en parlant de faux tout court, Marvel donc, Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania, tu l'as vu Antoine ? Oui, je l'ai vu et je crois qu'il n'y a pas de sang. Parce que c'est pas trop dans la ligne éditoriale de Marvel de mettre du faux sang, c'est déjà un peu trop violent. Tout simplement. Voilà, suivant. Ant-Man et la guêpe et Quantum Mania, écoutez, c'est... Nouvelle introduction à la phase 5, 4 6, ou 5, je sais plus. crois. Enfin, la nouvelle phase avec le nouveau méchant, En Kang. fait, voilà, on découvre le nouveau méchant. Qui est très méchant. Hein. Oui, c'est Kang. En fait, c'est pas Kang, mais c'est des sosies de Kang des autres univers. Qui sont suffisamment intelligents pour savoir qu'il y a d'autres univers et qui sont donc regroupés dans une Kang Corporation. Et du coup, tous les Kang décident, à la fin du film, c'est ce qu'on apprend sur la phase 5, on vous expliquera pourquoi c'est important. Hein. Du coup, ils décident que ça va être eux les méchants, et du coup, tous les Avengers vont devoir se rassembler contre eux. Du coup, c'est pendant Quantum Mania qu'on apprend tout cela. Et après Quantum Mania, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est toute une ribambelle de stars, comme Paul Rudd, Michael Douglas... y a qui d'autre déjà ? Il y a Michel Pfeiffer. Voilà, qui tombe dans il y a Evangeline Lilly aussi qui tombe dans une espèce de monde quantique, donc tout petit. C'est le monde quantique, ouais. Parce que comme c'est Ant-Man et que c'est en rapport avec les petites bêtes, les fourmis, et ben là il tombe dans leur encore plus petit qui est le monde quantique. Et en fait dans le monde quantique, c'est un monde normal où mais simplement il y a des aurores boréales partout. Voilà, tu vis dans une espèce d'aurore boréale géante et il y a des plantes géantes et il y a des gens géants et des maisons géantes. Et en fait, donc il y a un méchant, et puis le méchant il tape sur les gentils, et puis en fait les autres gentils qui arrivent, ils disent ah c'est pas gentil de taper sur les gentils, on va aider les autres gentils parce que les gentils de nos gentils sont nos gentils.
Alors que les méchants des méchants sont aussi de gentils, mais sont aussi et surtout des méchants. Des méchants, hein. Bien sûr. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Attention. Ah mais oui, cette scène-là. Voilà, cette scène-là. Oui. Non, après, ils essayent d'instiller de l'humour, mais c'est souvent vu et revu, et on sent qu'il y a plus beaucoup d'envie. Voilà, on sent que ça y est, la boucle est bouclée chez Marvel. Hein. Mais je sais pas si elle est bouclée. Ouais. Enfin, eux, ils le savent pas encore, en fait. Je pense qu'ils savent pas encore que c'est bouclé. Moi, je pense qu'ils ont ils ont encore envie de continuer. Je sais que Kevin Feige avait peut-être insinué que d'ici 2027, en fait, il terminerait tout le monde Marvel. Mais il faut quand même avouer qu'effectivement, même les plus grands fans ne sont pas extrêmement contents de la tournure des événements. Mm-hmm. Ils n'ont pas les personnages qu'ils veulent et ils ont les personnages qu'ils ne voulaient pas forcément. Ah, et puis surtout, les effets spéciaux sont... Il y a déjà une grosse critique sur ce film et la mise en place. Donc, parce que finalement, leur présentation de nouvelle phase, c'était toujours de dire qu'il y a un vrai antagoniste qui va être là tout du long, qui va être la menace. Et autant le personnage de Thanos avait été travaillé de façon un petit peu plus claire sur ses dessins, sur sa motivation, que là apparemment Kang c'est genre ouais je suis méchant. Voilà. Bah Kang c'est un peu parce qu'en fait ils sont tous méchants chacun dans leur univers. Oui, voilà. Du coup là ils décident que les Avengers étaient les grands méchants. On sait qu'ils connaissent Ant-Man, mais on sait pas trop s'ils connaissent les autres. Il y a déjà un Kang qui est mort à cause de Loki dans les séries. Ah, c'est compliqué, hein. Franchement, si on suit pas depuis le début, on aura quand même un peu. Enfin, le film en soi, on peut le suivre parce que depuis du début jusqu'à la fin, ça explique qui sont les personnages, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils y font. Mais si vous voulez vraiment avoir le sel de l'univers Marvel, oui, il faut repartir depuis le début. Il faut tout suivre, il faut regarder. Mais attendez, c'est limite sur internet maintenant, il y a des gens qui vont vous faire une timeline de ah non, mais pour suivre Quantumania, il faut regarder donc l'épisode 7 de She-Hulk, après il faut regarder l'épisode 8 de machin. Disons que si il faut regarder l'épisode 2 après de la saison 2 de Loki. Mais si vous regardez l'épisode 2 de la saison 2 de Loki, il faut quand même regarder aussi l'épisode 1. Le premier Avengers, sinon vous comprendrez pas pourquoi. Voilà. Et non, le premier Avengers et aussi le dernier Avengers, parce que comme il s'enfuit dans le monde du passé, il remonte dans le premier. Ouais, c'est compliqué. Oui. Mais malheureusement, ça faisait trop de temps que nous parlons de ce film. Donc Quantumania, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même les fans de Marvel n'ont pas été extrêmement satisfaits du film. Voilà, pas... Oui, par exemple pour les systèmes de notation sur internet, que ce soit sur Allociné, Sens Critique ou même aux États-Unis Rotten Tomatoes, c'est le deuxième plus mauvais score pour les fans après The Eternals. D'accord, franchement moi je l'ai pas trouvé ni meilleur ni plus mauvais que beaucoup d'autres, donc je sais que par exemple Guillaume a encore l'a préféré à Thor, qu'il avait vraiment détesté, qui est sorti il y a 6 mois là. Ouais. Donc après, c'est si vous aimez Marvel, vous pourrez aller comparer si vous voulez. Si vous n'aimez pas Marvel, vous n'avez vraiment rien à y faire. Voilà, exactement. Pour le coup, on va faire une petite pause BO, donc un morceau issu de Ant-Man Quantumania, composé par Christophe Beck. J'aime beaucoup les cuivres. Même la musique n'a aucune personnalité. En bref, non, mais le pire c'est qu'ils sont tous gentils. Hein. Moi j'aime bien Paul Rudd, il a joué dans les Todd Phillips ou autre, c'est un excellent acteur. Ouais. Mais bon, il donne pas forcément tout ce qu'il a pour le dernier Quantumania. Faut qu'on arrête qu'on tape, mais c'est eux qui arrêtent pas aussi. Donc il est vrai que. Mais non, mais c'est vrai que dans le cœur des fans, c'est Avengers, ça s'est arrêté avec le Endgame, et depuis ils ont essayé de relancer un truc, mais et caca. Peu de gens adhèrent, faut quand même l'avouer. Ouais. Et depuis Disney+ est apparu. Donc coïncidence, je ne sais pas. Donc on va donc continuer. Et d'ailleurs, je vais parler d'un film qui est sorti sur une plateforme et pas en salle. C'est Sharper de Benjamin Caron. Alors ou Benjamin Caron, je sais pas parce que c'est un réalisateur britannique. Donc d'ailleurs réalisateur britannique. Qui était à la base reconnu comme pour plusieurs séries, notamment récemment, donc il a été reconnu pour être le réalisateur en partie de la série Endor, la série Star Wars, qui apparemment est de bien meilleure qualité que les précédents. J'ai vu les 2 premiers épisodes et peut-être que je continuerai. Ouais, c'est dire. Voilà, c'est dire. Ouais, alors vous avez entendu ce qu'a dit Antoine, et également réalisateur de la série The Crown.
Ah, ça, c'est il a plus notamment travaillé avec Kenneth Branagh, il a été scénariste sur pas mal de projets. Et là, il nous vient avec un espèce de thriller néo-noir, où l'histoire, sans trop spoiler, parce que bon, c'est un petit peu compliqué, hein, c'est un film qui va très très loin dans les histoires de trahison, de jeux de piste. Donc à New York, un jeu de piste de soupçons et d'arnaques, en fait, à travers un panel de personnages aux motivations forcément douteuses. Donc ouais, comme je le disais, donc c'est un thriller néo-noir qui n'a pas l'intention ni la volonté d'être tape à l'œil fanfaron, qui peut être, comme tu le disais Antoine, par rapport à Marlowe, donc qui a des bonnes scènes, mais qui n'a pas de grandes scènes. Je trouve que la mise en scène est à la fois old school et une photographie urbaine à la lumière variée, démontrant que finalement qu'il n'y a pas besoin de texte pour comprendre que la narration chapitrée d'ailleurs du film est éclatée en plusieurs événements, et ça marche, avec différents points de vue pour le coup. C'est plutôt bien amené. Un petit peu comme dans Trafic de Soderbergh, où chaque personnage avait sa propre lumière. Un petit peu. Bleu, jaune. Pas totalement, mais un petit peu. Surtout, forcément, ça se regroupe au fur et à mesure dans l'histoire. Après, l'interprétation de ce film, je la trouve quand même assez convaincante, notamment de la part de Julianne Moore et de Sebastian Stan. Malgré son concept ludique, on retrouve quand même ce sentiment, forcément, comme je l'ai dit, donc de déjà-vu. On a vraiment un sentiment de déjà vu, de mieux vu il y a des années de cela, et c'est un petit peu dommageable, mais après le film reste quand même hautement regardable, et malgré une fin assez bancale, je trouve que ça marche quand même pour le coup. Bon. Mais c'est pas ouf, quoi. Ouais, faut vraiment, les fans du genre, ils peuvent aller y jeter un coup d'œil. Voilà, j'étais plutôt intrigué par le principe même du film en fait, et surtout que le film commence en fait par une espèce de début de romance entre une étudiante et un responsable d'une librairie, et ça commence sur les pires clichés de films romantiques. On se dit mais il y a rien qui va, et effectivement en fait c'était en fait une arnaque en fait à la base. Il y a une arnaque derrière tout ça, quoi. Et c'est pour ça que le film après m'a intrigué par la suite, notamment la mise en place de plusieurs personnages, notamment le personnage de Julianne Moore qui est très intéressant dans ce film. Enfin bref, donc Antoine, on va parler de films qui nous a marqué plutôt ce mois-ci. Oui. Toi, tu as vu donc La Femme de Tchaïkovski, le film de Kirill Sebrenikov, qui, rappelons-le, est un très bon réalisateur russe qui nous avait notamment sorti un excellent film qui s'appelle Leto, il y a quelques années de cela. Leto, qui signifie l'été, et il n'y a pas très longtemps, il nous a sorti aussi La fièvre de Petrov. Ouais. L'étudiant aussi, il y a quelques années, c'est un de ses premiers films Leto, oui. Que j'avais vu au cinéma et qui m'avait beaucoup marqué, sur un étudiant qui se croyait Jésus et dans une Russie réalisateur extrêmement intéressant, bien évidemment, et je pense que c'est son dernier film avant un petit moment, parce que je pense qu'avec le contexte actuel, même s'il est anti-Poutine, bien évidemment, c'est un petit peu compliqué pour lui de faire des films actuellement. Je pense que c'est aussi pour ça que, à mon avis, il n'a pas eu un meilleur prix à Cannes l'année dernière, c'est qu'il pouvait difficilement donner plus de prix à un film russe. Mais je dois quand même avouer que pour l'instant, l'année 2023... Ce film a été fait avant la guerre, la guerre en Russie. Oui, là, largement, il est sorti à Cannes juste après le début de la guerre, donc la plupart des films étaient déjà fin prêt. Pour moi, c'est le meilleur film de l'année pour l'instant. L'année 2023 débute à peine, d'accord, mais pour l'instant, je le mets clairement en tête de liste. Film un peu long, certes, 2h30, mais qui est d'une densité toute russe, avec une forme de nihilisme, d'anti-société, anti-individu, anti-tout, qui est assez merveilleux. Il faut dire que l'histoire revient notamment sur la relation avec le compositeur Tchaïkovski. Et Tchaïkovski, c'était quand même un sacré personnage. Eh bien, Tchaïkovski avait une charmante femme, et en fait, nous suivons l'histoire de cette femme qui tombe amoureuse de Tchaïkovski, mais lui-même, c'était pas connu de tous à l'époque, même si c'était connu de certains milliers, aujourd'hui c'est un peu plus reconnu, il était homosexuel, et s'il s'est marié avec elle, c'était uniquement pour faire bonne figure devant la haute société, qui était évidemment très homophobe, au 19e siècle style. Et du coup, petit à petit, même s'il s'est dit que c'était une bonne idée de se marier, eh bien, il se rend compte qu'il ne peut pas supporter les femmes, qu'il ne peut pas supporter cette femme, et justement, cette femme-là en devient de plus en plus folle au fur et à mesure que lui résiste. Et du coup, elle sombre dans ce désespoir, cette folie. Et lui tombe, avec un artiste un peu torturé, tombe lui aussi dans une espèce de mélancolie, de dépression. Et ça fait des étincelles constamment.
Donc 2h30 très dense autour d'une relation très complexe entre deux individus. C'est beau, c'est très beau, c'est très bien écrit. Les dialogues sont excellents. La mise en scène est calme, posée, de véritables mouvements de caméra, un travail de lumière où tu te rends compte que ce type a une idée derrière la tête, qu'il en a discuté avec ses... Serebrennikov a toujours un sens du cadre et un sens de la lumière, enfin un sens de la couleur aussi. La couleur évidente dans ce film. Notamment, je trouve l'affiche déjà superbe en fait. Avec l'actrice, d'ailleurs, très bonne actrice, Alionk Mikhailova, je crois qu'elle s'appelle. Qui a eu un prix. Qui a eu un prix, oui. Qui a eu le prix pour ce rôle, justement. Et qu'en tant que Madame Tchaïkovski, justement, on sent dès le début qu'elle est juste menée par une espèce de ferveur un peu enfantine de cette jeune femme qui rencontre un des plus grands compositeurs de Russie, qui en tombe amoureux, jusqu'à devenir un monstre froid de revanche, de perversité à la fin. C'est une évolution qui est magnifique, on sent justement que le réalisateur a travaillé avec toute son équipe, on a beaucoup discuté, et c'est ce cinéma-là qu'on veut voir aussi. Ça, c'est vrai qu'il est beau. Pour moi, c'est clairement une palme d'or pour moi. Et je trouve qu'en fait, Serebrennikov, qui est, malgré ses différents thèmes tout du long de sa carrière, avec l'étudiant, Leto, la fièvre de Petrov et la femme de Tchaïkovski, il y a toujours en fait cette... on retrouve un peu ces différentes thématiques, c'est-à-dire on va dire la folle idée de résister à la honte du monde réel. Il y a un peu de ça derrière. C'est-à-dire, Leto, c'était vraiment des fans de rock qui sont bousillés par la perestroïka, enfin par la période, donc ils peuvent pas faire leur propre musique comme ils le veulent. Là, on a Tchaïkovski qui doit se cacher du monde. On a la fièvre de Petrov qui doit se cacher de la réalité du monde contemporain russe. Il y a toujours ça, et puis dans l'étudiant, c'est carrément le fantasme en fait de devenir un prophète. Donc il y a toujours cette volonté en fait où il y a cette volonté de être normal, mais dans un monde qui le veut pas. Exactement. C'est la Russie d'aujourd'hui, et c'est la plupart des grands, même des autres films d'autres réalisateurs, on se rend compte que la Russie est un pays qui fait croire, c'est un pays d'illusion, un pays qui se croit la Sainte Russie et qui pourtant est quand même pas mal rempli d'ivrognes. Désolé du cliché, mais c'est pas totalement faux non plus. C'est un pays qui a une culture magnifique, mais qui est aussi en soi un ogre. On le voit très bien en Ukraine en ce moment. Et c'est ce que Serebrennikov a très bien compris et qu'il nous met directement sous les yeux. La réalité dévore les personnages, les transforme eux-mêmes en monstres, alors que c'est un moment très très beau au tout début du film où on voit justement Madame Tchaïkovski qui monte les marches, c'est le jour des obsèques de son mari, et elle monte les marches de l'escalier. En fait, elle est pas divorcée, mais elle est séparée depuis 10-15 ans. Et personne ne l'aime vraiment dans l'entourage de Tchaïkovski, mais comme c'est sa veuve, elle tient à venir. Et du coup, elle se tient devant le cadavre de son mari, et tout d'un coup, le cadavre de son mari s'anime, il se lève, il vient la voir et lui dit: écoute, je te hais, je t'ai toujours haï, maintenant tu t'en vas, tu t'en vas de ma mort, tu me laisses tranquille. Et du coup, le Tchaïkovski se rallonge sur son lit de mort et redevient mort. Et voilà comment débute le film. Et là, tu te dis: oui, bon, d'accord. Ça va être gentil, ça va être une grande comédie. C'est presque faire sombrer le personnage dans la maladie aussi, d'une certaine manière, l'introduction de cette manière-là. La fièvre de Petrov est un peu ça aussi, en fait. C'est un homme qui... excusez-moi, est quasiment déjà mort parce qu'il est dans une fièvre quasi... permanente, une fièvre quasi mystique. On sent très bien que Serebrennikov est très russe parce qu'il ne peut pas s'empêcher de faire du mysticisme derrière. Pas de la spiritualité, non, vraiment du mysticisme. C'est le mystère russe... qu'il essaye de démystifier, en tout cas de monstruosiser, je sais pas trop comment on dit, mais il faut quand même bien voir que c'est cette sainteté qui aux yeux de tous est en fait quelque chose de beaucoup plus monstrueux. Et c'est vrai que dans le film on le voit assez bien, et où malgré les musiques de Tchaïkovski, c'est un homme froid, où pendant que elle se débat avec sa bonne qu'elle accuse d'avoir volé quelque chose, lui trouve son inspiration et ne fait que jouer un petit peu de musique à côté. On se rend compte, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, en fait. Et c'est beau, c'est un film nécessaire, c'est un grand film de cinéma. C'est vraiment un grand film de cinéma. Mais je suis pas étonné en fait de la tournure que prend ce réalisateur aussi. Faut lui donner de l'argent. C'est un grand réal, et c'est vrai que avec le contexte actuel, en fait, c'est
c'est presque misérable en fait de voir quel va être le suite de sa carrière, quoi, malheureusement. Peut-être comme, je veux pas le comparer son génie non plus, mais peut-être comme Tchaïkovski, partir en Suède et faire un autre film, faire autre chose, je sais pas. Maintenant, c'est vrai qu'en Russie, ça va être de plus en plus difficile d'avoir une parole un peu libre, si ce n'est pas déjà impossible. Surtout que ce réalisateur a déjà fait de la prison. Il a déjà fait de la tôle. Oui. À cause de ses idéaux d'ailleurs. Je sais même pas s'il est retourné en Russie parce que pendant le festival de Cannes, ils ont dit qu'ils étaient contre la guerre et à cette époque-là, ça se faisait déjà pas. Donc, mais après, s'il vient en Europe, il faut le laisser faire. D'ailleurs, ce film est une coproduction franco-suisse et russe, hein, donc je pense que c'est un réalisateur qui sera quand même toujours soutenu au niveau français. Mais le CNC qui fait du soutien au cinéma du monde, c'est quand même quelque chose de précieux. Faut pas l'oublier, c'est très très précieux. Oui, que ce soit même pour les pays d'Afrique, hein. On a eu beaucoup d'exemples hein, là-bas. Donc, sud-américains, asiatiques, c'est clairement si on a ces films-là et ces regards-là, ces visions-là, cet art-là qui peuvent venir jusque chez nous, faut le préserver à tout prix. Exactement, merci Antoine pour avoir parlé de ce film. Alors je vais de mon côté en fait parler donc du dernier Spielberg, The Fabelmans. C'est un film qui à la base m'intriguait extrêmement beaucoup quand j'avais entendu parler de ce projet où Spielberg voulait faire un film qui s'apparentait beaucoup sur sa vie, s'apparentait beaucoup sur ce qu'il a vécu. Et c'est vrai que rien qu'à travers l'histoire, on comprend tout de suite où il veut en venir. Donc c'est l'histoire du jeune Sammy Fabelman qui tombe amoureux du cinéma en fait dès son enfance et armé donc d'une caméra, Sammy en fait commence à faire ses propres films à la maison pour le plus grand plaisir de sa mère qui le soutient. Et ouais, comme je le disais, donc c'est un film quasi autobiographique. En fait, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'éléments qui sont vraiment issus de sa vie. Il ne s'en est pas caché d'ailleurs. Il s'en est pas caché. Il a juste changé les noms. Presque. Il le revendique totalement parce qu'il y a certains éléments qui font totalement penser à ce que lui a déjà expliqué dans des livres, dans des interviews, dans des entretiens, notamment son amour du cinéma qui est venu grâce au film de Cecil B. DeMille, donc The Greatest Show on Earth, donc sous le plus grand chapiteau du monde. Bien évidemment, c'est la scène d'introduction du film où donc le petit Sammy en fait a peur d'aller au cinéma parce qu'en fait les écrans sont géants, les gens sont immenses et il a trop peur d'être rempli d'émotions à travers cette histoire-là. Et du coup, il devient obsédé par cette séquence du train qui renverse la voiture dans le film de Cecil B. DeMille. Et donc, alors c'est pas pour Noël, hein, parce que bien évidemment, donc d'origine juive, donc ils vont fêter à Hanouka et donc également les fêtes de fin d'année. Et donc, il reçoit en cadeau en fait un petit train. Et donc il va vouloir refaire la même chose de ce petit train en fait. C'est vraiment pour presque exorciser le choc qu'il a eu, l'impact qu'il a eu à travers le cinéma. Et là en fait il y a une séquence où on le voit préparer ce choc évident qui va arriver, donc en mettant sa petite voiture sur le rail de train. Il y a peut-être un des plus beaux plans du film. Et c'est quasiment dès le début du film en plus. Ça va vous montrer en fait tout ce que va montrer Spielberg. L'amour du cinéma, c'est aussi l'amour de reproduire les choses. Et donc, il va refaire un espèce de travelling avant qui va arriver jusqu'à la tête du gamin. Et là, à ce moment-là, je me dis, ok, le film va être pas mal. Et effectivement, tout le long du film, il y a vraiment une classe et une remarquable maîtrise cinématographique de toute la chose. On a donc le film, c'est dur à expliquer ce film parce qu'en fait ça montre que le cinéma a un rôle, et je dirais même plusieurs rôles. Déjà la passion qui envahit le personnage donc de Samuel et son obsession donc à refaire notamment la scène du train donc sous le plus grand chapiteau du monde. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres qui permet de s'exprimer et libérer les émotions. Et on va le voir donc par la suite quand il va vouloir refaire ses propres films. Et c'était assez marrant, c'était assez ça m'a fait un petit peu plaisir parce que c'est vrai que quand vous êtes gamin, quand vous avez envie de faire des films, quand vous avez envie d'être cinéaste, vous avez envie de voir toutes les petites subtilités de la chose, comment a été fait tel ou tel procédé. Et moi je m'étais beaucoup intéressé sur comment Spielberg avait fait ses premiers films et même ses premiers films amateurs. Et il expliquait notamment dès ses 14 ans, 15 ans, il faisait des films de guerre où il avait 40 figurants et on voyait des séquences où il y avait même des explosions de mines et compagnie. Et c'était simple en fait, c'était des gens en fait quand ils se faisaient tirer dessus pour avoir les impacts de sable, en fait ils mettaient des planches
où les gens en fait sautaient dessus pour qu'en fait il y ait vraiment des blocs de terre qui giclent en l'air en même temps. Et ça, il le fait dès son enfance en fait. Il y a des séquences extrêmement marquantes. Pareil, plus jeune, on le voit également faire un petit western avec ses camarades de classe, ses camarades de scout. Et il se dit, ça, il n'y a pas d'impact, on voit que les gens tirent pour de faux et tout. Donc en fait, il va donner l'explication des petits coups d'épingle dans les bobines de 8 mm sur les films pour qu'il y ait le flash blanc en même temps. Ah, pas mal. Il y a toute cette subtilité-là qu'en fait... C'est un homme qui pouvait pas faire autre chose que du cinéma. C'est toutes les subtilités-là que faisait Spielberg durant son enfance, qu'il reproduit à travers son cinéma et à travers ce film. Et voir ses conceptions de ces films en 8 mm quand il le faisait gamin, je trouve ça absolument fabuleux, je trouve ça absolument magnifique. Ça redonne une émotion particulière envers le spectateur de se dire en fait que le cinéma était vraiment l'artisanat, quoi. Et est toujours l'artisanat. Parce que finalement, Spielberg est toujours convaincu que le cinéma a toujours un impact émotionnel à travers ce film, quoi. Et je trouve ça absolument magnifique, absolument beau. Pour un homme qui a parfaitement maîtrisé Hollywood en tant qu'industrie aussi. Et c'est ça, parce qu'il y a aussi plusieurs facettes dans ce film, parce qu'il y a aussi le rapport à la réalité. Donc la scène où il découvre, désolé un petit peu pour le spoil, mais si vous connaissez l'histoire de Spielberg, vous savez que ses parents ont été divorcés et que ça se voit à travers certains de ces passages de films. Et c'est vrai qu'il y a une scène d'ailleurs que je trouve absolument magnifique, c'est où il découvre aussi les sentiments que sa mère éprouve pour un autre à travers des images de vacances qu'il a filmées. Et c'est incroyable parce qu'en fait j'ai l'impression que cette séquence elle aurait pu être filmée par un De Palma, tellement elle est magnifique, tellement elle est travaillée dans le suspense, travaillée dans le travail de découvrir quelque chose dans cette mise en place. Et c'est là aussi toute la subtilité de Spielberg, je pense, parce que c'est un réalisateur qui a su marquer toute une génération et qui a su marquer également sa propre génération en fait, et qui sait comment marchent les réalisateurs de son époque et comment ils marchent encore actuellement, quoi. Et je trouve ça beau parce que ça montre aussi forcément cette volonté de fuir la réalité, alors forcément avec sa relation avec sa mère qu'il va cacher, mais suite aussi forcément de la façon de s'isoler en fait, où il va faire un film d'études, enfin un film pour la fin de lycée, et il va le faire suite à la séparation de ses parents. Et il y a toute une séquence pareil très belle avec une de ses sœurs. Je sais plus malheureusement le nom de l'actrice qui joue une de ses sœurs, mais c'est une scène assez forte. Pareil, il a plusieurs séquences très fortes sur le questionnement de l'art et la famille. Est-ce qu'on peut relier l'art et la famille en même temps ? Est-ce que l'art bouffe pas la famille ? Est-ce que la famille bouffe pas l'art ? Enfin, il y a toujours ce questionnement-là, parce que forcément, ça revient beaucoup avec notamment le questionnement du père, qui est incarné par Paul Dano, excellent acteur au demeurant, qui a ce côté un petit peu... trop sympathique, trop mythique, mais aussi qui a cette volonté d'être je suis scientifique, donc forcément l'art n'est pas un métier. Donc il y a toujours ces questions subtiles entre la relation entre le père et le fils aussi qui a toujours un petit peu toujours été pas tendue, parce que finalement, comme le dit la mère, campée par Michelle Williams, qui a peut-être un de ses meilleurs rôles de sa vie, c'est difficile de se battre avec cet homme-là, parce qu'en fait il dira toujours oui, ou il dira toujours il donnera des fleurs même pour s'excuser, même s'il n'y a pas de volonté de s'excuser en fait. Il y a toujours cette volonté en fait où il est là mais il est finalement pas là, quoi, en fait. Et je trouve ça assez subtil la façon dont il arrive à développer ce schéma familial dans ce film. Peut-être la chose la moins intéressante, c'est son arrivée au lycée. On retrouve un peu les clichés, genre je suis jeune, chétif, juif, donc je me fais forcément battre à l'école, antisémitisme et tout. Après, je dis forcément que c'est pas nécessaire, mais c'est quand même mis en place dans le film, et ça montre à quel point il veut garder cette volonté autobiographique dans ce film. Et je trouve que voilà, c'est plus qu'un film sur la vie d'un personnage, c'est plus qu'un film sur la vie d'une famille, c'est même d'une autobiographie filmique en fait. C'est surtout un vrai hommage au cinéma en fait. Et tout ce film en découle, parce que finalement tout ce que l'on voit, on retrouve tout ce qu'a fait Spielberg finalement à travers le temps, tout ce qui ressent Spielberg, même les trucs complètement presque puérils en fait, qui est un peu incarné par sa mère aussi, par exemple, qui va acheter un singe. Ils auront un singe à la maison, forcément ça fait penser un peu au personnage sidekick que peut retrouver Spielberg dans certains de ses films en fait. Il y a beaucoup d'inspiration qui vient de ce film.
enfin qui sont dans ce film et qui forcément vient de n'importe quel film de Spielberg. En C'est fait. vrai que au milieu des Aventuriers de l'Arche perdue, il y a un personnage qui est un singe Voilà. et Mais- qui est adopté par Indiana Jones juste après. Mais ça, c'est des trucs Avant parmi de tant mourir d'autres empoisonné. dans ce film. Mais voilà, chaque séquence, en fait, je la trouve liée au cinéma et le fait de progresser le héros à travers son chemin de cinéaste, en fait. Donc, qui arrive, chose d'autant plus forte et symbolique, même que sa rencontre avec. Je ne vais pas trop raconter, mais donc le plus grand réalisateur de tous les temps. Je pense que toi, tu l'as déjà dans la tête. Je sais. Et d'ailleurs, qui est incarné Je par l'ai l'un pas vu, mais je sais. qui est également incarné par l'un des plus grands réalisateurs aussi contemporains, quoi. Donc c'est extrêmement beau. Je trouve que finalement Spielberg a réussi à faire ce qu'il fallait dans ce film. Et franchement, je vous conseille absolument de le voir parce que moi je le trouve vraiment, vraiment magnifique dans sa conception, dans sa réalisation. La réal est très bonne, pareil la photographie, puis les acteurs. Moi je trouve que Michelle Williams mérite quelque chose directement sur son armoire à trophées, quoi. Eh bien, nous en appelons aux Academy Awards. Mais je crois qu'elle n'a pas été nommée, je sais plus. Si, elle a été nommée. Et ben voilà, petit appel du pied. Donc on va faire une petite pause BO, donc également John Williams, encore la musique bien évidemment, et je trouve qu'il s'en sort particulièrement bien dans ce film. Et bah toujours frais et fringant pour ses 91 ans. Ouais, et passant un an. Hein. Ouais, c'est quasi pareil. Quand tu vois son visage, Oui. tu verras pas la différence. Oui, parce que disons-le en off, Antoine regarde, fait, ah waouh, il est né en 1932, bon, 101 ans quand même. Non Antoine, pas encore. Il a pas 101 encore. ans moins 10, alors, si on peut plus faire de maths. C'était une devinette pour savoir si tu suivais. Eh ben, en parlant de maths, en parlant de Aïe, aïe, aïe. mathématiques, Numéro 2. 2 plus 2 Égal Philippe Lachaud. Philippe Lachaud, exactement. Alibi.com 2, donc t'es allé voir Alibi.com 2. Mais oui, je suis allé voir T'as vu, Alibi.com 2. je faisais presque du Christian Clavier. Alibi.com 2 là. Ah bah ça tombe bien, il y a Didier Bourdon dedans, Voilà, ce qui ouais, est presque ce qui est pareil. Et bah écoutez, Gros et sa vote de droite, c'est ça que tu veux dire? c'est un peu de l'humour de droite, mais bon, ça va. C'est de l'humour. C'est totalement de l'humour de droite. Hein. Mais non, c'est là, en fait, apolitique. la dernière séquence, là, les deux films qu'on va parler, c'est de l'humour. Non, c'est apolitique, ça peut pas être de droite. Le cinéma, c'est pas politique de toute manière. Bah écoutez, ouais, avec Guillaume, on est allé voir le dernier film de la bande à Fifi. Puis, J'ai cru que t'allais t'arrêter là-dessus. non, et bah Guillaume, lui, il a regardé ses chaussures pendant toute la séance en disant Et putain. toi, putain. tu t'es marré. Et moi, j'ai ri. Bien sûr que t'as Mais ri. oui, j'ai ri, c'est de l'humour lamentable, c'est de l'humour régressif, Ah c'est de ouais. l'humour de beauf. Ah, mais, oui. mais Philippe Lachaud s'en fout et il assume. Et du coup, j'ai ri, c'est débile. Il y a des blagues avec juste des titres de films porno. Voilà, du coup, ils se sont amusés. Voilà, Marie-Antoinette et Louis 16 cm. Voilà, je vous laisse juger. Ça glisse au pays des merveilles. Moi, j'en ris encore. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme blague? Mais c'est J'ai l'impression qu'on pourrait faire une discussion entre nous deux, entre toi et Alibi.com 2, et c'est le film que je vais parler après. Mais le pire, c'est que tu peux pas t'attendre à autre chose et du coup t'y vas et tu poses ton manteau à l'accueil et t'y vas et puis tu ris de bon cœur puis c'est pas grave. Et franchement, je vais même ajouter quelque chose. Et ben, je trouve que la relation entre Élodie Fontan et Philippe Lachaud, et ben, ça marche très bien parce que c'est aussi un couple à l'intérieur du film, mais aussi dans la vraie vie. Et à l'intérieur du film, ils ont des scènes à eux deux où on voit que c'est pour rire, mais c'est pas forcément pour faire avancer la narration. C'est juste pour dire, regardez, ce couple s'entend bien. Et ben, dans le cinéma français, montrer un couple qui s'entend bien, je suis désolé, mais c'est assez rare. C'est suffisamment rare pour le souligner. Guillaume Canet et Marion Cotillard dans Rock'n'Roll, excuse-moi. Mais non, à un moment, ils s'engueulent aussi. Non, mais je rigolais. Mais non, mais oh là là, je vais me faire défoncer si je défends le film, je le sais très bien. Mais c'est pas grave, je l'assume. Moi, j'ai ri comme un connard. Tu te fais peut-être défoncer, mais je peux dire que tu vas avoir un an garantie de carte UGC illimitée si tu le dis. Eh bah peut-être. Un an, vu ce que ça coûte par mois, pourquoi pas. Non, en plus vu le nombre de films qu'on va voir et le prix d'une place normale, c'est pas si élevé que ça d'ailleurs.
Mais non, enfin, je sais même pas si j'ai envie de résumer l'histoire. En fait, il est obligé de faire un double mariage. Il a son vrai mariage, mais avec des faux parents à lui. Parce qu'en fait, ses parents à lui, c'est un peu des parents un peu. En fait, c'est des gros cassos. Son père, c'est Gérard Jugnot, qui est toujours en taule, qui est un énorme arnaqueur. Et sa mère, c'est Ariel Dombal, qui est une ancienne actrice porno. Du coup, il a honte de ses parents. Du coup, face à sa vraie famille, il fait croire que il engage de faux parents. Et vis-à-vis de ses vrais parents, il engage une fausse famille pour faire croire à un faux mariage. Et du coup, il est obligé de les organiser les deux en même temps. Et du coup, c'est une avalanche de blagues régressives au possible. C'est bête, mais c'est drôle. Mais et une double recul pour Didier Bourdon. Hein. Des doubles recul pour Didier Bourdon, oui, ça ne m'étonne pas, mais c'est vraiment le genre de blague où on va abattre un gamin avec des fléchettes soporifiques. Et après, on va fermer la porte du placard pour le planquer sans se rendre compte que c'est sa tête qui bloque et qui n'arrive pas à fermer la porte. Alors, le personnage s'acharne sur la tête. Qu'est-ce que c'est bête. Mais c'est bête, mais c'est drôle. Moi, il y a des blagues qui font pas rire. C'est à moitié raciste et là, on se dit, moi, bon, bof, aujourd'hui, en France, on est capable de faire un peu mieux. Oh. Oui, si. Oh. Mais il y a des blagues où tu te dis, oh bah d'accord, pourquoi pas, allez-y, je ris et puis tant pis. Mais on m'en voudra, mais tant pis, je l'assume. Voilà. Je trouve qu'Alibi.com 2 est infiniment plus honnête que certaines grandes comédies à gros budget françaises qu'on a vues il y a pas très longtemps. Et je suis... Mais si vous aimez ce type d'humour, allez-y, franchement, c'est un très bon moment, c'est très con, c'est très con, c'est parfait. J'ai une question pour toi. Alors, en parlant de blagues racistes, si pour toi un film réalisé donc par un acteur d'origine juive se met à imiter Hitler, est-ce que ça passe pour toi? Non, parce que c'est un peu le sujet du dernier film, donc mais BDE de Michael Youn. S'il est juif et qu'il se moque d'Hitler, je crois qu'il peut. Crois qu'il peut. Non, c'est vrai. De toute façon, mais tout le monde a le droit de se moquer d'Hitler. C'est se moquer des juifs qui pose problème. Oui, exactement. Heureusement, c'est pas l'inverse. Donc BDE, donc l'histoire de 4 amis quadras qui se sont rencontrés. Enfin, quoique, ils se moquent quand même pas mal. Enfin bon, après il le fait bref, 4 amis quadras donc qui se sont rencontrés au BDE de leur école de commerce se retrouvent malgré eux embrigadés par une nouvelle génération d'étudiants lors de leur week-end dans les Alpes. Voilà, ça c'est le postulat de base du dernier Michael Youn. Et comment dire, c'est comme quand t'arrives à une fête et que tout le monde est bourré sauf toi, c'est un peu l'euphorie, ça gueule un peu partout, ça crie un peu partout et d'un seul coup tu te dis putain je me sens super vieux dans ce milieu de film. On retrouve le côté personnage enfantin que Youn a toujours véhiculé dans ses films comme La Beuse, Les 11 Commandements et compagnie, même dans Fatal. Bordel, les clichés qu'il a voulu mettre dans ce film, que ce soit Gilbert Melki qui est encore plus pied noir que dans La Vérité si je mens 1, 2, 3, 4. On retrouve d'ailleurs, il refait d'ailleurs le nazi dans ce film à un moment donné parce qu'il a mangé des petits cookies qu'il fallait pas. Des cookies bim bam boum, parce qu'à un moment donné ça te fait bim dans la tête, après ça te fait boum, puis après ça fait bam. Oui, c'est connu. Voilà, donc il fait ça, donc on a l'impression de revoir le Michael Youn qui revenait sur le Morning Live, tu vois. Et, il y a 20 ans déjà. Voilà. Ça parodie aussi à foison le film, on retrouve des parodies à la Terminator, à la Pulp Fiction, on se dit putain on est en 2023 ou on est en 2002 quoi. C'est lourd, c'est gros forcément, hein. Il y a des prothèses de bites géantes, il y a Chabal et Jérôme Le Banner qui jouent des gitans. Enfin, tout va bien. Oh là là, mais dis donc, ça donne envie. C'est sur Amazon, tu dis ? Ouais, c'est sur Amazon Prime. Non, mais Amazon Prime, en termes de comédie française, entre ça et Classico, je trouve qu'ils sont très très forts. Hein. Ils savent très très bien où mettre leur argent, donc je trouve ça très beau. Et tu crois qu'ils vont faire une espèce de Amazon Universe où on verra un Classico avec Michael Youn régressif dedans ? Oh là là, ne lui donne pas les idées. Oh. Ne lui donne pas les idées. Viens, on l'écrit. Non. Non, je le laisse l'écrire. C'est trop pour moi, c'est vraiment trop pour moi. Non, voilà, c'est complètement idiot, c'est complètement débile. Oui. On s'y attendait, quoi. Mais je pense qu'il s'attendait lui-même pas à autre chose. Non, mais c'est vrai que on retrouve finalement tout ce qu'a fait Michael Youn de pire dans sa vie, en fait, dans ce film, quoi. En plus, quand le film a été présenté, il a été notamment présenté en séance spéciale au Festival de l'Alpe d'Huez. Donc attention, hein, vous avez toutes les comédies françaises, maintenant elles ont un festival, c'est le Festival de la comédie à l'Alpe d'Huez. Je peux vous dire que ça doit être
Ça doit être pas piqué des hannetons là-bas quand même. Hein. Je pense que ça doit y avoir une ambiance bon enfant. Ouais, oh oui. Forcément bon enfant. Je pense, ouais. Sauf si tu n'aimes pas la coke. Non, mais surtout qu'en plus, vous avez, je pense, un beau concentré de comiques de tous horizons au mètre carré là-bas. Entre Franck Dubosc, Michael Youn et compagnie. Viens, l'année prochaine, tu vas pas à Gérardmer et non, tu fais on fait Gérardmer et l'Alpe d'Huez. Enfin, on verra bien quand même, parce que c'est quand même un peu fort. Non, c'est vrai que voilà quoi. J'ai pris les deux derniers parce que je trouvais que c'était vraiment les films les films complètement débilos qu'on a vu de ce mois-ci quoi. Et on se dit finalement le cinéma français il a pas bougé. Hein. Non, il a pas tant changé que ça, mais après c'est vrai qu'il y a moi je trouve qu'il y a des comédies françaises qui sont légèrement malsaines. Je les citerai pas parce que c'est du pognon pour du pognon. Qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu? J'ai pas vu. Vraiment, j'ai vu aucun. Qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu. On me dira que j'ai tort, on me dira que j'ai raison. Bref, c'est pas grave. Mais là, je trouve qu'avec, en tout cas, le alibi.com, Philippe, la bande à Fifi, j'aime pas tout, je regarde pas tout, mais ils sont honnêtes dans ce qu'ils font. Qui d'ailleurs a bien marché au cinéma, hein, alibi.com 2. Hein. Ah oui, il a bien marché. Ah oui, il a dépassé les 2 millions d'entrées. Hein. Mais moi, je trouve ça largement plus honnête que beaucoup de choses qu'on nous montre. Donc, et je crois qu'il a un peu rasé sous le pied le Astérix et Obélix. Donc. Ah, ma foi. J'ai vu les deux, je sais lequel je préfère. Mais tu peux le dire. Non. Si, vas-y. Bon, d'accord, j'aime beaucoup Philippe Lachaud. Non, c'est vrai. Moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est honnête. C'est pas des chefs-d'œuvre, il le sait, mais il s'éclate et moi, je rigole. Ah il y en a aussi en interview, c'était Michael Youn qui disait ouais, je fais pas de film, je cherche pas la recherche du chef-d'œuvre, et j'ai envie de dire ça se voit, ça se voit clairement. Est-ce qu'il est honnête? Je sais pas, mais en tout cas, s'il est comme tous ses personnages, il est toujours très très con. On va s'arrêter donc là-dessus sur nos brevets critiques. Mais allez voir La femme de Tchaïkovski en tout cas et The Fablesman, je crois. Voilà. Ça c'est les deux coups de cœur les deux films à voir absolument. Tu l'as parfaitement dit. La femme de Tchaïkovski, Kirill Serebrennikov, qui est un excellent réalisateur russe, qui est vraiment un gars à suivre, et si vous n'avez pas vu ses films, je vous conseille notamment Leto, et bien évidemment le Fabelmans de Steven Spielberg, parce que ça fait toujours plaisir de voir un Spielberg auteur qui sait maîtriser les choses. Dont on conseille surtout Le Bon Gros Géant. Oui, je l'avais complètement zappé, mais oui, merci Antoine. Donc on s'arrête avec un morceau issu de BDE, Free From Desire, Gala. Parce que le BDE de Michael Youn s'arrête en 2001, mais bon, ils écoutaient Gala encore en 2001. C'est une chanson qui aurait pu marcher si on avait gagné la Coupe du Monde, mais... Ou l'Irlande du Nord, parce qu'il y a Will Greg's on Fire. Will Greg's on Fire, Your Defense is Terrified. Will Greg's on Fire. Je sais pas la suite. Moi non plus. C'est pas grave. On s'arrête là-dessus. On revient la semaine prochaine pour un autre thème. Ciao tout le monde.